Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des plus grandes aventures de toute l'histoire de l'humanité. Imaginez un peu, la toute première fois qu'un équipage a réussi à faire le tour complet de la Terre. Un voyage incroyable, lancé par un certain Fernand de Magellan et terminé par Juan Sebastián Elcano. Une odyssée de 3 ans qui a complètement changé notre vision du monde et repoussé les limites de ce que l'on pensait possible. Pour commencer, je vais vous donner un chiffre. Juste un chiffre. 18. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? 18. Dans le contexte d'une flotte de 5 navires, de centaines d'hommes qui partent à la conquête du globe, ça pourrait être n'importe quoi, non? Essayez de garder ce nombre en tête, on y reviendra. Eh bien, ce chiffre, 18, c'est le nombre de survivants. Voilà. Sur les quelques 270 marins qui ont quitté le port de Séville en 1519, seuls 18 sont revenus 3 ans plus tard à bord du tout dernier navire. Ce chiffre, il ne raconte pas seulement l'exploit, il raconte surtout le coût humain absolument effroyable de cette aventure. Et c'est l'histoire de ces hommes qu'on va dérouler ensemble. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où vient cette idée, complètement folle pour l'époque, de faire le tour du monde par l'ouest? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début, au projet d'un seul homme, un visionnaire obstiné dans un monde en pleine ébullition. Et la clé de tout, elle est là. Il faut se remettre dans le contexte. En 1494, les deux superpuissances maritimes, l'Espagne et le Portugal, se disputent le monde. Alors le pape intervient et pour simplifier, il trace une ligne sur la carte et il coupe le monde en deux. C'est le fameux traité de Tordesillas. Tout ce qui est à l'est de la ligne, c'est pour le Portugal. Tout ce qui est à l'ouest, c'est pour l'Espagne. Le gros problème pour les Espagnols, c'est que la route des richissimes îles aux épices, les Moluques, passe par l'est. Le Portugal a donc le monopole. Pour l'Espagne, il ne reste qu'une seule option, un pari insensé, trouver une route par l'ouest. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal, Fernand de Magellan. Et, premier rebondissement, il est portugais. C'est un marin aguerri, un expert, mais il est en conflit avec son propre roi, qui refuse de croire en son projet. Alors Magellan, vexé, il fait quelque chose d'impensable. Il va voir la concurrence. Il propose son plan au jeune roi d'Espagne, Charles Quint. Son idée est aussi simple que révolutionnaire. Je peux atteindre les épices en naviguant toujours vers l'ouest. Et je vous prouverai même que ces îles se trouvent dans votre moitié du monde. C'était un coup de poker absolument monumental. Et le pari est accepté. Le roi d'Espagne dit oui. On monte alors une flotte qu'on appelle l'Armada du Malucco, l'Armada des Moluques. 5 navires sont au départ. Il y a le navire amiral, le Trinidad, commandé par Magellan, et puis le San Antonio, la Conception, le Victoria et le plus petit, le Santiago. 5 navires au départ, mais on le sait déjà, un seul reviendra. Ça donne une petite idée de l'ampleur du drame qui se prépare. L'expédition quitte l'Espagne, mais on peut dire que c'était la partie facile. Ce qui attend l'équipage, c'est une succession quasi ininterrompue d'épreuves. On entre maintenant dans la traversée des périls. Déjà, la traversée de l'Atlantique, ce n'est pas une partie de plaisir. Il faut imaginer l'ambiance à bord. Le chef est un Portugais, mais les capitaines des autres navires sont des nobles espagnols qui le méprisent. La méfiance est totale. Les tensions éclatent rapidement sur la route à prendre. Après des semaines en mer, entre tempêtes violentes et calmes plats démoralisants, ils atteignent enfin l'Amérique du Sud. Ils descendent alors le long de la côte, toujours plus au sud, cherchant sans relâche ce fameux passage vers l'autre océan. Et là, l'hiver austral leur tombe dessus, un froid polaire. Ils sont obligés de s'arrêter pour plusieurs mois dans une baie déserte de Patagonie. Et c'est là, dans ce décor glacé et isolé du bout du monde, que tout explose. Le froid, la faim qui s'installe, le doute, c'est le cocktail parfait pour une crise. Le dimanche de Pâques 1520, les capitaines espagnols se rebellent. C'est la mutinerie. Ils parviennent à prendre le contrôle de 3 des 5 navires. D'un seul coup, Magellan est en minorité. Pour les mutins, le message est clair. Cet étranger, ce Portugais, les mène tout droit à leur perte. L'expédition est à 2 doigts de s'effondrer. Face à ça, la réaction de Magellan va être d'une brutalité et d'une efficacité redoutables. Il ne négocie pas. D'abord, il envoie un petit commando sur l'un des navires rebelles avec pour mission d'assassiner le capitaine mutin. C'est fait, le navire est repris. Ensuite, il bloque la sortie de la baie, piégeant les 2 autres. La mutinerie est écrasée. La punition, elle, est exemplaire, pour que personne n'ait l'idée de recommencer. Un des chefs est décapité et le principal instigateur est tout simplement abandonné sur la côte. Magellan a rétabli son autorité par la terreur. On pourrait croire le pire passé, mais le sort continue de s'acharner. Un peu plus tard, le Santiago, le plus petit navire, est envoyé en reconnaissance et fait naufrage dans une tempête. Par miracle, l'équipage est sauvé. Puis, alors que la flotte s'engage enfin dans le détroit tant recherché, c'est le coup de massue. Le San Antonio, qui est le plus grand navire, celui qui a le plus de vivres, fait demi-tour en secret et déserte. Il rentre en Espagne. L'expédition de Magellan ne compte plus que 3 navires. Mais il n'abandonne pas.
Pendant 38 jours, ils naviguent à l'aveugle dans ce labyrinthe de fjords et de courants. C'est angoissant. Et puis, le 28 novembre 1520, les 3 navires restants débouchent enfin sur une mer immense, inconnue et incroyablement calme. Après des mois de tempête, c'est un soulagement immense. Magellan, en voyant ces eaux si tranquilles, baptise cette nouvelle mer Mar Pacifico, l'océan Pacifique. Une ironie absolument tragique, car il ne le sait pas encore, mais il vient de s'engager dans l'épreuve la plus terrible de tout le voyage. On aborde maintenant le cœur du drame, la traversée de cet océan démesuré, qui va plonger l'équipage dans l'horreur de la faim et de la maladie, et qui va sceller le destin de celui qui avait tout imaginé. À l'époque, Magellan et tous les savants européens pensaient que cet océan était relativement petit. Ils s'attendaient à le traverser en quelques semaines tout au plus. La réalité va être un cauchemar réveillé. La traversée va durer 3 mois et 20 jours, presque 100 jours d'affilée en mer, sans la moindre escale, sans pouvoir refaire le plan d'eau ou de nourriture fraîche. 100 jours à dériver sur un désert d'eau, sous un soleil de plomb. Les réserves s'épuisent, puis pourrissent. On a la chance d'avoir le témoignage direct de cette horreur grâce au journal d'un Italien à bord, Antonio Pigafetta. Et ce qu'il décrit est glaçant. Il écrit « Nous ne mangeâmes que de vieux biscuits réduits en poudre et pleins de verre, et nous bûmes de l'eau jaune et puante. » Il raconte que les hommes en étaient réduits à manger le cuir qui protégeait les mâts, la sciure de bois et même les rats qui se vendaient à prix d'or. Et bien sûr, la maladie la plus redoutée des marins frappe, le scorbut. Le manque de vitamine C fait des ravages, décimant l'équipage dans d'atroces souffrances. Remettons les choses en perspective. L'objectif initial, c'était de trouver une route rapide vers les richesses des îles aux épices. La réalité, ça a été une errance de près de 100 jours sur un océan dont ils ont découvert la stupéfiante immensité. Ils ne sont tombés que sur 2 petites îles désertes. Ils cherchaient les épices, ils ont trouvé la faim. Ils cherchaient une route commerciale, ils ont trouvé la maladie et la mort. C'était un échec cuisant. Finalement, le 6 mars 1521, ils aperçoivent la Terre. D'abord les îles Mariannes, puis les Philippines. L'équipage est sauvé de la famine. Le but du voyage, les Moluques, est tout proche. On se dit que le pire est derrière eux. Et pourtant, c'est à ce moment précis que Magellan va commettre une erreur fatale. La grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi cet explorateur si chevronné a-t-il pu s'impliquer à ce point dans un conflit local qui ne le concernait pas ? Voilà ce qui se passe. Arrivé sur l'île de Cébue, Magellan se lie d'amitié avec le roi local. Et là, poussé par un zèle religieux intense, il se met en tête de convertir toute la population au christianisme. Des milliers de Philippins sont baptisés en quelques jours. Mais sur une île voisine, Mactan, un chef local du nom de Lapu-Lapu refuse de se soumettre au nouveau dieu et au roi d'Espagne. Magellan prend ça comme un affront personnel. Il décide d'aller mater ce rebelle lui-même. Le 27 avril 1521, il débarque sur Mactan avec une petite troupe pour donner une leçon à Lapu-Lapu. Sauf que cette expédition punitive tourne au désastre complet. Magellan a totalement sous-estimé la détermination et le nombre des guerriers de Lapu-Lapu. Ces hommes sont submergés, repoussés vers la plage. Il est blessé à plusieurs reprises, mais se bat jusqu'à la fin avant d'être achevé. Le grand capitaine, le visionnaire qui a découvert le passage vers le Pacifique, meurt dans une escarmouche locale, sur une plage, à des milliers de kilomètres de son objectif final. Son corps ne sera jamais récupéré. La mort de Magellan aurait dû logiquement signer la fin de l'expédition. On pourrait penser que tout est fini. Et pourtant, c'est à partir de cette tragédie qu'une poignée de survivants va accomplir un triomphe historique. Après la mort de Magellan, la situation est chaotique. D'autres officiers sont tués dans une embuscade. Les survivants sont si peu nombreux qu'ils doivent brûler un de leurs navires, la Concepción, faute de bras pour le manœuvrer. Les 2 navires restants atteignent enfin les Moluques, mais le Trinidad est en trop mauvais état pour faire le chemin du retour. Il ne reste plus que le Victoria. Et à sa tête, on trouve un nouveau commandant, Juan Sebastián Elcano. L'ironie, c'est que c'était l'un des mutants qui s'était rebellé en Patagonie. Et il prend une décision folle, continuer vers l'ouest et tenter de traverser l'océan Indien contrôlé par les Portugais pour rentrer en Espagne. Ces voyages de retour est une nouvelle épopée de survie. Mais le 6 septembre 1522, un navire fantôme délabré arrive enfin dans le port de Séville. C'est le Victoria. Ce qu'ils ont accompli est tout simplement immense. C'est la toute première circumnavigation de l'histoire. C'est la preuve définitive, par l'expérience, que la Terre est ronde. L'expédition a aussi révélé au monde la véritable et incroyable immensité de l'océan Pacifique. Et bien sûr, elle a ouvert une nouvelle route commerciale qui allait changer l'économie mondiale. Et nous revoilà à notre chiffre de départ, 18. Les 18 survivants hagards qui ont débarqué du Victoria avec Elcano. Au début, ce nombre symbolisait une perte humaine terrible, mais à la fin du voyage, il prend un tout autre sens. Il devient le symbole de l'incroyable résilience de l'être humain. La preuve que même au bord de l'anéantissement, un petit groupe d'individus peut accomplir l'impossible.
Alors finalement, que faut-il retenir de cette Odyssée? Doit-on y voir l'exploit héroïque d'une poignée de navigateurs courageux, une des plus grandes pages de l'exploration? Ou doit-on plutôt se souvenir d'une folie sanglante, marquée par la mutinerie, la violence, la maladie et une perte de vies humaines absolument terrifiante? La vérité, c'est que l'histoire de Magellan et Elcano est tout ça à la fois. C'est une épopée grandiose et une tragédie brutale. Et c'est sans doute pour cela que, 500 ans plus tard, elle continue de nous interroger.